L'année 1131 marque un tournant dans l'histoire de France. Le 13 octobre, Philippe de France, fils aîné et héritier naturel du roi Louis VI le Gros, chute de son cheval. L'accident est fatal. En quelques heures, les plans dynastiques s'effondrent. Louis, le cadet, devient subitement l'héritier du trône capétien. Ce jeune homme de 11 ans n'était pas destiné à régner. Formé pour une carrière ecclésiastique, il passait ses journées dans les monastères, étudiant les textes sacrés et la théologie. Son frère Philippe incarnait le futur roi chevalier, tandis que Louis représentait le prince moine. La mort brutale de l'héritier bouleverse cette destinée tracée. Louis VI. Le Gros comprend l'urgence. Son second fils possède certes une solide éducation religieuse, mais il lui manque la formation militaire et politique nécessaire à un souverain. Le roi entreprend immédiatement de rattraper le temps perdu. Louis découvre l'art de la guerre, l'équitation, la diplomatie et la gestion du royaume. Cette transition forcée marque profondément sa personnalité. Il conservera toute sa vie cette approche contemplative héritée de sa formation monastique. En 1137, Louis VI sent sa santé décliner. Il doit assurer la succession et consolider le pouvoir capétien. La solution réside dans une alliance matrimoniale stratégique. Le duché d'Aquitaine, immense territoire s'étendant de la Loire aux Pyrénées, représente un enjeu capital. Guillaume X d'Aquitaine vient de mourir, laissant sa fille Aliénor seule héritière de ces vastes domaines. Louis VI négocie rapidement avec les conseillers du défunt duc. Le mariage entre son fils et Aliénor permettrait d'unir sous l'autorité capétienne des territoires représentant près de la moitié de la France actuelle. L'union se conclut le 25 juillet 1137 à Bordeaux. Louis a 17 ans, Aliénor 13. 8 jours plus tard, Louis VI meurt. Le jeune marié devient Louis VII, roi de France. Aliénor apporte à cette union bien plus que des terres. Elle incarne l'esprit d'une civilisation raffinée, celle de l'Aquitaine du XIIe siècle. Cette région connaît un développement économique remarquable grâce au commerce avec l'Espagne et l'Angleterre. Les villes prospèrent, les arts fleurissent, et une culture courtoise se développe autour de la poésie des troubadours. La jeune duchesse grandit dans cet environnement sophistiqué. Elle parle plusieurs langues, apprécie la musique et la littérature. Sa cour attire les artistes et les intellectuels. Cette formation contraste radicalement avec l'austérité des châteaux capétiens du Nord. Aliénor possède également un tempérament affirmé. Elle refuse le rôle d'épouse soumise et entend participer aux décisions politiques. Dès son arrivée à Paris, les différences culturelles créent des tensions. La cour capétienne privilégie la sobriété et la tradition. Aliénor y introduit le luxe aquitain, organise des fêtes, invite des troubadours. Ces innovations dérangent les conseillers de Louis VII, habitués à une étiquette plus rigide. L'abbé Suger, principal ministre du jeune roi, observe avec inquiétude cette influence méridionale. Le mariage révèle rapidement les incompatibilités entre les époux. Louis VII conserve l'austérité de sa formation monastique. Il préfère la prière au divertissement, la simplicité au raffinement. Aliénor cherche au contraire à recréer l'atmosphère brillante des cours aquitaines. Ces divergences s'accentuent avec le temps. La dimension politique complique encore la situation. Aliénor lui apporte en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Périgord, l'Angoumois, la Marche, le Limousin, la Saintonge. Ces territoires conservent leurs particularités juridiques et administratives. Les nobles aquitains acceptent mal l'autorité capétienne et maintiennent leurs liens avec leur duchesse. Louis VII doit composer avec cette situation délicate, gérant un royaume où sa propre épouse possède une légitimité territoriale parfois supérieure à la sienne. Les années suivant le mariage révèlent l'instabilité du couple royal. Louis VII s'efforce d'exercer son autorité sur les domaines de sa femme, mais se heurte aux résistances locales. Les seigneurs aquitains contestent les décisions prises depuis Paris et en appellent directement à leur duchesse. Cette situation crée un double commandement préjudiciable à l'unité du royaume. En 1141, une crise majeure éclate. Thibaut de Champagne, puissant vassal de Louis VII, s'oppose au mariage de sa nièce avec Raoul de Vermandois. Ce dernier répudie son épouse pour épouser Pétronille d'Aquitaine, sœur cadette d'Aliénor. L'affaire dégénère rapidement. Le pape condamne cette union et excommunie Raoul. Louis VII, soutenant sa belle-sœur, entre en conflit ouvert avec l'Église. Thibaut de Champagne refuse de reconnaître ce mariage qu'il juge illégitime.
Louis VII riposte en envahissant les terres champenoises. La guerre s'intensifie. En janvier 1143, l'armée royale assiège Vitry-en-Perthôis. La ville résiste, les habitants se réfugient dans l'église. Les soldats de Louis VII incendient l'édifice. Plus de 1000 personnes périssent dans les flammes. Ce massacre traumatise profondément Louis VII. Le roi pieux découvre l'horreur de ces actes. Les témoignages décrivent un souverain rongé par les remords, incapable de trouver le sommeil, hanté par les cris des victimes. Cette culpabilité influence durablement sa personnalité et ses décisions futures. Il cherche désormais un moyen d'expier ce péché. L'abbé Suger parvient finalement à négocier la paix avec Thibaut de Champagne en 1144. Mais les conséquences de cette crise dépassent le simple conflit féodal. Louis VII a montré sa faiblesse face aux pressions de son entourage, notamment de sa femme. Les nobles constatent l'influence croissante d'Aliénor sur les décisions royales. Cette perception affaiblit l'autorité monarchique. En décembre 1144, une nouvelle bouleverse l'Occident chrétien. Édesse, l'un des États latins d'Orient, tombe aux mains du sultan Zengi. Cette principauté, conquise lors de la première croisade, gardait la route de Jérusalem. Sa chute menace directement le royaume franc de Terre Sainte. Le pape Eugène III lance immédiatement un appel à la croisade. L'émotion saisit la chrétienté. Bernard de Clairvaux, l'abbé de Cîteaux, prêche avec une éloquence extraordinaire. Ses sermons enflamment les foules. La noblesse européenne se mobilise pour secourir les chrétiens d'Orient. Louis VII voit dans cette croisade l'occasion de son salut. Le massacre de Vitry pèse sur sa conscience. Partir combattre les infidèles lui permettrait d'effacer ce péché capital. Cette motivation religieuse se double de considérations politiques. Une croisade victorieuse renforcerait son prestige et son autorité contestée. En mars 1146, lors d'une assemblée tenue à Vézelay, Louis VII annonce solennellement sa décision de prendre la croix. L'émotion est considérable. Des milliers de nobles et de bourgeois s'engagent à leur tour. Aliénor surprend l'assistance en annonçant sa participation. Aucune reine n'avait jamais accompagné son époux en croisade. Cette décision de la reine révèle ses motivations propres. Aliénor cherche probablement à échapper à l'atmosphère pesante de la cour capétienne. La croisade lui offre l'aventure et l'occasion de retrouver l'esprit chevaleresque de sa jeunesse aquitaine. Elle organise même un contingent de dames nobles qui l'accompagneront en Terre Sainte. Les préparatifs de la croisade mobilisent le royaume pendant plus d'1 an. Louis VII confie la régence à l'abbé Suger, seul homme capable de maintenir l'ordre en son absence. Les finances royales sont sollicitées au maximum pour équiper l'armée et acheter les navires nécessaires au transport. En juin 1147, l'armée française se met en marche. Elle compte entre 30 000 et 50 000 hommes selon les sources. Louis VII et Aliénor chevauchent en tête du cortège. La traversée de l'Europe prend des mois. Les croisés suivent la route du Danube, passent par la Hongrie et l'Empire byzantin. Cette expédition révèle rapidement les faiblesses de l'organisation. Les problèmes de ravitaillement se multiplient. Les relations avec les populations locales se dégradent. L'empereur byzantin Manuel Comnène accueille froidement ces hôtes encombrants qui traversent ses territoires. En octobre 1147, les croisés français atteignent Constantinople. Ils y retrouvent l'armée allemande de Conrad III, arrivée quelques semaines plus tôt. Les deux souverains coordonnent leur plan d'attaque. Conrad choisit la route terrestre directe vers l'Anatolie. Louis VII préfère suivre la côte, jugée plus sûre. Cette division des forces se révèle désastreuse. L'armée allemande subit un désastre complet près de Dorilé en octobre 1147. Les Turcs de Mas'oud massacrent les croisés. Conrad III s'enfuit avec les survivants et rejoint les Français. Cette défaite affaiblit considérablement l'ensemble de l'expédition. Les Français progressent lentement le long de la côte anatolienne. Les Turcs harcèlent constamment leurs colonnes. Les maladies déciment les rangs. L'hiver 1147 à 1148 s'avère particulièrement rude. Louis VII perd la majeure partie de son armée avant même d'atteindre la Terre Sainte. En mars 1148, les restes de l'armée française atteignent enfin Antioche. La principauté, dirigée par Raymond de Poitiers, accueille chaleureusement les croisés. Raymond est l'oncle d'Aliénor, frère de son père Guillaume X d'Aquitaine. Cette parenté explique l'accueil privilégié réservé au couple royal. Raymond de Poitiers était le fils cadet de Guillaume IX d'Aquitaine, ce qui en faisait l'oncle paternel d'Aliénor. Prince d'Antioche depuis 1136, il a transformé sa cour en centre raffiné
où se mélangent les influences byzantines, arabes et occidentales. Cette atmosphère cosmopolite séduit immédiatement Aliénor. Raymond propose un plan stratégique ambitieux. Plutôt que de marcher directement sur Jérusalem, il suggère de reconquérir d'abord Alep et Édesse. Cette stratégie permettrait de consolider les positions chrétiennes avant d'attaquer plus au sud. Le plan possède une logique militaire indéniable. Louis VII refuse catégoriquement cette proposition. Son objectif reste le pèlerinage à Jérusalem et l'accomplissement de son vœu religieux. Cette motivation spirituelle prime sur les considérations tactiques. Le roi français ne comprend pas les subtilités géopolitiques de l'Orient latin. Cette divergence stratégique cache un conflit plus profond. Raymond déploie tout son charme pour convaincre sa nièce du bien fondé de ses vues. Aliénor, sensible aux arguments de son oncle, prend ouvertement parti contre son époux. Cette opposition publique humilie Louis VII devant ses vassaux et les nobles d'Orient. La situation se complique rapidement. Raymond fait tout ce qui lui est possible pour attiser les griefs qu'Aliénor portait à son époux. Le prince d'Antioche perçoit dans cette mésentente conjugale l'occasion de retenir l'armée française et ses ressources. Le séjour à Antioche dure plusieurs semaines. Aliénor découvre une cour brillante qui lui rappelle l'Aquitaine de sa jeunesse. Elle participe aux fêtes, aux chasses, aux joutes poétiques organisées par Raymond. Cette liberté contraste avec l'austérité qu'elle subit depuis son mariage. Les chroniqueurs de l'époque rapportent les rumeurs qui circulent sur les relations entre Aliénor et Raymond. Certains évoquent une liaison incestueuse, d'autres des intrigues politiques. La vérité reste difficile à établir, mais l'attitude de la reine alimente incontestablement les commérages. Louis VII observe cette complicité croissante avec une jalousie grandissante. Son tempérament naturellement soupçonneux s'exacerbe. Les témoignages décrivent un roi de plus en plus sombre, s'isolant dans ses appartements, multipliant les prières et les pénitences. La crise éclate quand Aliénor annonce ouvertement son intention de rester à Antioche. Aliénor aurait déclaré publiquement à Antioche qu'elle souhaitait le divorce. Cette déclaration fracassante sidère l'assistance. Jamais une reine n'avait défié aussi directement l'autorité royale. Louis VII comprend que sa position devient intenable. Rester à Antioche signifierait perdre définitivement son autorité. Il décide de partir immédiatement pour Jérusalem. Louis VII doit se résoudre à quitter Antioche la nuit, tel un voleur, après avoir fait enlever son épouse. Cette fuite nocturne constitue une humiliation sans précédent pour un roi de France. Louis VII fait littéralement kidnapper sa propre femme pour l'emmener de force. Les témoins décrivent Aliénor hurlant sa colère, accusant son mari de lâcheté et d'incompétence. L'armée française arrive à Jérusalem dans une atmosphère tendue. Le couple royal ne se parle plus. Aliénor refuse ostensiblement de participer aux cérémonies religieuses. Cette situation embarrasse profondément le roi Baudouin III de Jérusalem et sa cour. Louis VII tente de sauver sa croisade en organisant une expédition militaire. Les barons francs proposent d'attaquer Damas, principale ville musulmane de Syrie. Cette cible semble accessible, et sa prise renforcerait les positions chrétiennes. L'expédition se déroule en juillet 1148. Les armées chrétiennes assiègent Damas pendant 4 jours seulement. L'attaque échoue lamentablement. Les croisés se disputent, les ordres se contredisent, la coordination fait défaut. Nur ad-Din, le successeur de Zengi, contre-attaque efficacement. Cet échec sonne le glas de la seconde croisade. Édesse ne fut pas reprise et les États latins continuèrent d'être harcelés par les Mahométans turcs. Louis VII n'a rempli aucun de ses objectifs. Sa réputation militaire et son prestige politique s'effondrent. Les conséquences dépassent le simple échec militaire. Raymond de Poitiers meurt au combat en juin 1149, tué lors de la bataille d'Inab contre Nur ad-Din. Sa tête a été envoyée par le vainqueur au calife de Bagdad. Cette mort prive Antioche de son meilleur défenseur et facilite l'offensive musulmane. Le couple royal quitte la Terre Sainte à l'automne 1149. Le voyage de retour s'effectue dans un silence glacial. Aliénor reproche amèrement à Louis VII l'échec de la croisade et la mort de son oncle Raymond. Elle l'accuse d'avoir sacrifié les intérêts chrétiens à ses scrupules religieux. L'arrivée en France révèle l'ampleur du désastre. L'abbé Suger accueille un roi diminué, physiquement et moralement épuisé.
La croisade a coûté une fortune au trésor royal. Les nobles français rapportent des récits alarmants sur l'incapacité militaire de leur souverain. L'abbé Suger avait pendant 2 ans assuré la régence en absence du Capétien. Ce fidèle conseiller découvre l'étendue des dégâts. Le royaume a certes survécu, mais l'autorité royale sort affaiblie de cette aventure orientale. Les grands vassaux remettent en question la légitimité de Louis VII. La situation conjugale empire considérablement. Aliénor refuse désormais toute intimité avec son époux. Elle s'installe dans ses propres appartements et reconstitue une cour aquitaine à Paris. Cette séparation de fait scandalise l'opinion. L'abbé Suger tente de réconcilier les époux. Il comprend les enjeux géopolitiques d'un divorce. Suger ne veut pas entendre parler de ce divorce, mesurant les conséquences qu'une telle décision aurait sur le devenir du royaume franc, la reine récupérant alors tous les fiefs qu'elle avait apportés dans sa dot. Mais les efforts du ministre échouent. Le fossé entre Louis VII et Aliénor devient infranchissable. La reine multiplie les provocations, recevant des troubadours, organisant des fêtes, défiant ouvertement l'étiquette capétienne. Ces attitudes alimentent les rumeurs sur sa moralité. La naissance de 2 filles, Marie en 1145 et Alix en 1150, ne rapproche pas les époux. Louis VII espérait un héritier mâle pour assurer sa succession. L'absence de fils renforce ses doutes sur la bénédiction divine de cette union. En 1151, l'abbé Suger meurt. Cette disparition prive Louis VII de son principal conseiller et du seul homme capable de maintenir l'unité du couple royal. Les partisans du divorce trouvent désormais le champ libre pour influencer le roi. La pression s'accentue sur Louis VII. Les nobles français reprochent ouvertement à la reine son attitude. Ils dénoncent son influence néfaste sur la politique royale et ses mœurs jugées scandaleuses. Cette hostilité de l'entourage royal isole davantage Aliénor. De son côté, la reine organise sa propre résistance. Dans le duché d'Aquitaine, on remplace les hommes du roi de France par des officiers aux ordres de la reine. Cette substitution administrative révèle la préparation méthodique d'une séparation. Louis VII hésite longtemps avant de prendre sa décision. Il mesure les conséquences politiques d'un divorce, mais sa situation personnelle devient intenable. La cohabitation avec Aliénor empoisonne son existence et paralyse son gouvernement. En 1152, le roi convoque un concile à Beaugency. L'Assemblée des prélats doit statuer sur la validité du mariage royal. Il obtient l'annulation de son mariage pour consanguinité par un concile réuni à Beaugency. Cette justification juridique masque les véritables motifs de la rupture. Le 21 mars 1152, le mariage est officiellement annulé. Aliénor redevient duchesse d'Aquitaine et récupère l'intégralité de ses domaines. Cette décision transforme radicalement la géographie politique de l'Europe occidentale. La dissolution du mariage royal constitue une faute politique majeure. Louis VII perd d'un coup près de la moitié de son royaume. Les territoires aquitains représentent des revenus considérables et une position stratégique face à l'Angleterre et l'Espagne. Mais l'erreur la plus grave réside dans la précipitation de la procédure. Louis VII ne prend aucune précaution pour empêcher un remariage rapide d'Aliénor. Cette négligence va coûter cher à la couronne de France. Aliénor quitte Paris immédiatement après l'annulation. Elle regagne l'Aquitaine en évitant soigneusement les terres royales. Plusieurs seigneurs tentent de l'intercepter pour la forcer au mariage. La duchesse échappe à ces tentatives d'enlèvement grâce à sa connaissance du terrain et à la fidélité de ses vassaux. Le 18 mai 1152, moins de 2 mois après son divorce, Aliénor épouse Henri Plantagenet, comte d'Anjou et duc de Normandie. Cette union unit l'Aquitaine aux possessions angevines et normandes. Le nouvel époux d'Aliénor contrôle désormais un territoire s'étendant de l'Écosse aux Pyrénées. La situation s'aggrave encore en 1154. Henri Plantagenet hérite du trône d'Angleterre et devient Henri II. Aliénor devient reine d'Angleterre. Le royaume de France se trouve désormais encerclé par les possessions anglo-angevines. Cette nouvelle donne géopolitique handicape durablement la monarchie capétienne. Louis VII découvre trop tard l'ampleur de son erreur. Il a créé de ses propres mains l'empire rival qui menacera la France pendant des siècles. L'union d'Aliénor et d'Henri II génère immédiatement des conflits. Le nouveau couple royal revendique des droits sur plusieurs territoires français.
les guerres se multiplient entre les couronnes de France et d'Angleterre. Louis VII tente de résister, mais ses forces restent insuffisantes. L'Empire Plantagenet dispose de ressources financières et militaires supérieures. Les Anglais contrôlent le commerce atlantique et peuvent financer des armées professionnelles. La situation s'aggrave avec les fils d'Aliénor et d'Henri II. Ces princes héritent des ambitions maternelles et de l'énergie paternelle. Ils poursuivent l'expansion territoriale aux dépens de la France. Richard Cœur de Lion et Jean Santerre incarnent cette nouvelle génération de souverains anglais. Les tentatives de réconciliation échouent. Louis VII épouse successivement Constance de Castille, puis Adèle de Champagne. Ces unions ne compensent pas la perte de l'Aquitaine. Elles produisent enfin l'héritier mâle tant espéré, le futur Philippe Auguste, mais celui-ci héritera d'un royaume diminué. L'erreur de Louis VII pèse sur ses successeurs. Philippe Auguste passera l'essentiel de son règne à reconquérir les territoires perdus. Les guerres franco-anglaises du Moyen Âge découlent directement de cette faute stratégique de 1152. Louis VII meurt en 1180, après un règne de 43 ans. Son bilan reste contrasté. Il a certes consolidé l'administration royale et développé l'économie du domaine royal, mais sa principale réalisation demeure négative, la création de l'Empire Plantagenet. Cette erreur illustre les limites de la vision médiévale du mariage royal. Louis VII privilégie ses considérations personnelles au détriment des intérêts de l'État. Son approche morale et religieuse le rend incapable de concevoir une union purement politique. L'attitude d'Aliénor révèle également l'évolution des mentalités féminines au XIIe siècle. La duchesse refuse le rôle traditionnel d'épouse soumise. Elle revendique une participation active au pouvoir et n'hésite pas à briser les conventions pour affirmer sa personnalité. Le divorce de 1152 transforme l'équilibre européen pour des siècles. Il crée le conflit structurel entre la France et l'Angleterre qui dominera l'histoire médiévale. La guerre de 100 ans, 3 siècles plus tard, trouve ses racines dans cette décision de Louis VII. Cette histoire démontre comment une erreur individuelle peut bouleverser le destin des nations. Louis VII pensait résoudre un problème conjugal. Il déclenche en réalité une rivalité géopolitique majeure. Sa faute personnelle devient un enjeu historique durable. Les dernières années de Louis VII s'écoulent dans l'amertume. Le roi assiste impuissant à l'ascension de l'Empire Plantagenet. Ses tentatives militaires échouent face à la supériorité anglo-angevine. L'homme qui avait hérité du plus vaste royaume d'Occident le transmet diminué à son fils. Philippe Auguste tire les leçons de cette expérience. Il comprend que la survie capétienne passe par la destruction de l'empire rival. Son règne sera entièrement consacré à cette entreprise. La victoire de Bouvines en 1214 efface partiellement les conséquences de l'erreur paternelle. Mais le mal est fait. La France et l'Angleterre sont désormais condamnées à s'affronter. Le divorce de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine ouvre un conflit séculaire. Cette décision de 1152 pèsera sur l'histoire européenne jusqu'à la fin du Moyen Âge. Aliénor, de son côté, triomphe. Elle devient l'une des femmes les plus puissantes de son époque. Ses fils occupent les trônes d'Angleterre et gouvernent un empire s'étendant sur 2 continents. Elle a transformé une humiliation conjugale en victoire politique. L'histoire de Louis VII illustre parfaitement les dangers de l'impréparation au pouvoir. Cet homme destiné au cloître se révèle incapable de gérer les complexités de la politique royale. Sa formation monastique, inadaptée aux réalités du gouvernement, le conduit aux pires erreurs. La perte de l'Aquitaine résume tout son règne. Louis VII avait les moyens de créer un grand royaume français unifié. Il préfère sacrifier cette opportunité à ses scrupules personnels. Cette faiblesse caractérielle coûte cher à la monarchie capétienne. Son exemple sert encore de leçon. Il montre comment les qualités individuelles, même estimables, peuvent se révéler inadaptées à l'exercice du pouvoir. La piété et la conscience morale de Louis VII ne compensent pas son manque de vision politique. Cette erreur fatale transforme l'histoire de l'Europe. Le roi qui voulait servir Dieu et sauver son âme compromet l'avenir de son royaume. Sa quête du salut personnel engendre des siècles de guerre et de souffrance. Ainsi s'achève le règne de Louis VII, le monarque qui perdit l'Aquitaine. Sa faute illustre comment une décision individuelle peut bouleverser le cours de l'histoire.
Cette leçon résonne encore aujourd'hui pour tous ceux qui détiennent le pouvoir et doivent choisir entre leurs intérêts personnels et ceux de leur nation.